Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est votre format de revue de bande dessinée, tout simplement. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas proposé une émission de la sorte. Ça veut pas dire qu'on n'a pas lu de BD depuis quelques mois, mais simplement qu'on n'a pas trouvé le temps de vous faire des chroniques. Or, bonne résolution pour 2023. On va en faire, vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup puisqu'il y a plein de belles choses qui sortent chez nos éditeurs. Donc là, on va vous faire un premier Back Issues de 2023 avec des titres qui sont sortis plus ou moins récemment. Il y a des sorties très récentes, il y a des sorties beaucoup moins récentes. Et, chose exceptionnelle, on profite pour ce numéro d'avoir l'ami Antoine Boudet avec nous. Bonjour Antoine. Bonsoir les amis. Voilà, qui a un faux accent du Sud, puisque c'est un peu la tradition dans ce podcast, je crois. Mais donc, Antoine, que vous reconnaissez, puisqu'il avait fait avec nous le long podcast thématique sur Ed Brubaker. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un truc de Brubaker dans la liste des albums à chroniquer. Avec nous également, bien entendu, Corentin. Oui. Ça va? Oui. Ah, voilà. Corentin qui est... la fatigue. Voilà. Un petit coup de fatigue. Voilà, qui est au bout de sa vie pour ne pas changer. Et moi-même, Arnaud, votre host préféré. Ça va? Ça va très bien, merci. Ok. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer par une sortie avec Ed Brubaker et Marcos Martin. Ça s'appelle Friday. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Rebecca Black. J'espère que vous l'avez. Attention. Friday. Elle est technique. Donc, un titre qui est sorti sur le panel Syndicate aux États-Unis, qui a eu droit à son édition physique chez Image et qui nous arrive, surprise, non pas chez Delcourt, mais chez Glénat. Donc, pas chez Glénat Comics, c'est du hors collection puisque le label Glénat Comics techniquement n'existe plus vraiment. On attend de voir si des suites de séries arrivent en reprenant cette nomenclature, mais donc voilà, vous le savez, il y a quand même des comics qui continuent de sortir chez Glénat, comme Adventure Man de Matt Fraction et comment il s'appelle, Terry Dodson, merci. Et donc de rien, ça me fait plaisir. Oui, non, mais j'avais un petit trou de mémoire. Et donc il y a aussi le premier tome de Friday qui nous arrive, donc qui sera une série en 3 tomes a priori. Et de quoi ça parle, Antoine, Friday, puisque c'est un peu différent quand même en fait de ce à quoi Ed Brubaker nous a habitués avec les Reckless, les Criminals et les trucs comme ça. C'est un peu moins noir, mais c'est quand même noir. En gros, ça raconte l'histoire de Friday. Je vais pas faire l'affront de prononcer son nom de famille parce que je suis pas bon en anglais. Et en gros, elle est à la fac et en fait, elle rentre chez elle dans la ville de Kings Hill, qui est une ville portuaire, et elle rentre pour les fêtes de Noël. Et elle va tomber sur Lancelot Jones, qui était en gros son partenaire contre le crime, parce que en fait dans leur tendre jeunesse, quand ils se sont rencontrés au niveau du collège, ils ont passé tout le collège et le lycée à mener des enquêtes un petit peu paranormales dans leur ville, qu'un très fort folklore fantastique et du coup ils ont fait en fait ça comment dire, c'est un peu comme ça reprend un peu un trope de Brubaker qui va explorer plein de genres du polar différents avec un angle un peu plus noir. Et là, en fait, ça fait à peu près la même chose, mais avec le récit de jeunes enquêteurs. Ouais. On pense à Enola Holmes, peut-être un peu. Alors moi, à la base, surtout Harriet the Spy. Ouais. Il cite aussi Bobby la science. Enfin, il cite pas mal de références. De toute façon, il y a une petite postface à la fin des 3 épisodes. Et en gros, il récupère tous les tropes de ce récit-là. Et en fait, son angle, c'est de se placer après cette période où ils sont jeunes et où ils ont mené des enquêtes. Et en fait, c'est pour ça qu'elle rentre chez elle après la fac pendant les vacances de Noël. Et il y a tout un regard décalé justement sur ce genre-là où elle a grandi. Comme je disais, elle a la fac dans une très grande ville. Il me semble que c'est New York, mais je suis pas sûr que ce soit cité. Et donc du coup, elle revient un peu à contre-cœur dans ce petit village où à la fois c'est chez elle et elle s'y sent bien, elle a ses habitudes et une forme de normalité et de, comment on dit, de train-train finalement qu'elle retrouve là-bas. En plus, elle retrouve son partenaire avec lequel il y a au début de l'histoire comme un abcès en fait entre eux. Il y a des non-dits entre ces 2 personnages et du coup elle revient pour à la fois voir sa famille et un peu crever cet abcès avec ce personnage qui l'embarque immédiatement sans calculer tout ça dans une enquête. Et du coup, ça va être vraiment ce retour aux sources pour ce personnage qui va devoir refaire une enquête comme dans sa jeunesse, mais avec ce point de vue de
je me sens pas vraiment à ma place, mais en même temps j'aime bien mon petit village, cette petite cité portuaire. Et il y a beaucoup de mystères, un petit peu d'éléments fantastiques, surtout dans ce premier tome, un petit peu. Ça va aller crescendo dans les prochains, mais on en parlera plus tard quand ça sortira en français finalement. Donc voilà, en gros ça raconte ça. Et c'est bien ou pas alors? Et c'est très bien, c'est très très bien. Corentin, tu veux dire un petit truc? Ah oui, bien sûr. Ce qui est intéressant effectivement dans cette BD, c'est qu'il y a toujours cet après-propos, comme tu as dit justement Bigor, par rapport à la déconstruction des codes du polar par Brubaker. Parce qu'en fait, on dit beaucoup que Brubaker fait du polar, mais en fait, c'est surtout un mec qui analyse les structures du polar en ayant conscience de ce qu'il fait. C'est quand vous voyez Reckless, par exemple, il y a un propos politique sur la fin de la génération des hippies, l'Amérique des années 80, etc., qui embarque beaucoup de codes qu'on a déjà vus, mais c'est fait exprès, tu vois, c'est un hommage à une littérature qu'il a beaucoup digérée, consommée, et qu'il essaie de refaire en changeant quelques éléments. Un peu pareil, tu vois, comme pour Bad Weekend, où il te fait un polar sur le monde des comics, tu vois, alors que lui est un auteur de comics, donc il peut se mettre en abîme, parler de l'histoire de l'édition, etc. Donc là, en fait, il va prendre les bouquins de sa jeunesse, en fait, quand il était gamin, et qu'à la fois il consommait de la grande littérature hardboiled, du cinéma de gangster et d'aventure aussi, et justement des trucs comme Harriet the Spy. Donc le nom de l'héroïne, comme tu l'as dit, c'est Friday Fitzhugh, qui est le nom en fait de l'écrivaine qui a créé le personnage de Harriet the Spy. Okay. Alors on en avait déjà parlé dans différents podcasts. Moi, je suis pas du tout un expert des romans young adult, mais bon, quand on était allé en primaire ou au collège, on a tous lu un bouquin où un gamin mène une enquête. Ouais, nous c'était le Club des 5, quoi. Ouais. Alors Dieu, j'ai pas lu j'ai pas lu ou vu ça, par exemple. Mais donc voilà, c'est exactement ce truc-là. Et comme pareil, toujours avec Brubaker, il y a ce rapport à l'adolescence et au passage à l'âge adulte qui pour lui a été une période un peu compliquée parce que la drogue, et parce qu'il a frôlé la prison, et parce que devenir adulte, ça a été un truc assez pénible pour lui. Là, c'est pareil, on a une héroïne qui change de ville, qui s'installe dans un nouvel environnement, comme lui qui était un army brat, comme on dit aux États-Unis, donc un enfant de soldat qui bouge de ville en ville et qui a du mal à s'implanter. T'as ce côté solitaire, t'as ce côté un rapport un peu compliqué aux galipettes, enfin à l'amour en général, et qui passe par une sexualité qui est montrée, tu vois, c'est pas un truc qui lui fait peur. Donc il y a un souffle, il y a un style. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est l'alliance avec Marcos Martin, parce que on l'avait déjà dit au podcast Brubaker que ça manquait un peu de variété, parce que même si on adore le trio de Brubaker et des Phillips, c'est vrai que la période Steve Epting peut manquer, par exemple, ou la période où il allait voir Michael Lark ou enfin d'autres trucs comme ça. Là, on est vraiment dans quelque chose qui ne ressemble à aucune autre BD de Brubaker, parce que Marcos Martin, c'est un artiste virtuose, donc c'est celui qui a créé Panel Syndicate, la plateforme, qu'il a lancé avec les deux premiers projets de Brian Kevogan, qui étaient Barrière et Private Eye, ouais, qui était un putain de chef-d'œuvre aussi. Là, voilà, on a cette esthétique qui fait très Nouvelle-Angleterre, qui fait très petite ville enneigée, qui fait très vieille Amérique, tu vois, à la fois Archie Comics un petit peu aussi, à la fois un peu Hilda aussi quelque part. Tout est coloré, tout est beau, tu sens, t'entends le bruit des arbres, tu vois, voilà, c'est exactement ça. Et il te fait des doubles pages vraiment avec un style d'illustration de roman, quoi, on va dire, qui sont super jolis. Et pareil, d'ailleurs, on voit des fausses couvertures d'aventures qu'elle a amenées avec Lancelot, enfin avec Lancelot. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, je regrette quand même que ce soit juste 3 numéros pour un premier album, puisque après c'est comme ça qu'il l'a structuré visiblement, c'est qu'il est en 3 actes et ça c'est le premier acte en 3 numéros. Il y en aura 9 en VO et donc 3 tomes en VF finalement. Et là, c'est vraiment l'acte 1 où en fait c'est une introduction. Alors ça peut être un défaut pour certains albums où tu lis l'album et puis à la fin t'es en mode ok, ben en fait il me reste rien. Là quand même il y a plein d'éléments qui sont amenés à devenir très importants pour la suite. Je pense que ça va être intéressant de le relire. Nous on a pu lire un petit peu la VO par exemple. Là avec ce qui est déjà sorti en VO, la relecture du premier tome, il y a des éléments qui m'avaient totalement échappé, notamment dès le début du premier chapitre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le projet, il est presque à l'initiative de Marcos Martin. C'est Marcos Martin qui est venu voir Ed Brubaker en lui disant mec, t'as pas un truc à me faire dessiner? Et en fait, c'est un projet qu'Ed Brubaker avait en tête depuis 15 ans, visiblement, de son propre aveu, et il savait pas comment le faire, comment l'articuler et tout. Et c'est le déclic de Marcos Martin qui lui demande t'as pas un truc à me donner? Et personne ne dit non à Marcos Martin. Un petit biscuit, et visiblement, il est très très content de cette collaboration. Bon, à voir, ils ont pas encore fini la série, mais je serais vraiment très curieux de voir ce qu'ils pourraient faire d'autre. Enfin, je trouve que c'est un duo qui marche vraiment particulièrement bien. En plus, c'est super expressif, quoi. C'est ces visages carrés, ces personnages un peu toon qui effectivement mélangent
un dessin qui pourrait faire très BD pour enfants ou young adult, justement, avec une écriture qui va être beaucoup plus adulte, qui va te parler justement de découvertes sexuelles, qui va te parler de la mort, qui va te parler des souvenirs amers de l'enfance et tout. Lui-même a l'air de le conseiller, ce qu'il dit dans une postface en VO où il y a des questions-réponses à la fin d'un numéro VO où quelqu'un lui demande à partir de quel âge on peut mettre Friday dans les mains d'un enfant ou d'un ado. Et il dit à partir du moment où ils peuvent lire Twilight, ils peuvent lire ça, quoi. Mais je pense que même pour les adultes, c'est une lecture assez passionnante. Ouais, bah oui. Mais en plus, c'est rigolo parce que j'avais ce débat avec Renaud, qui nous écoute peut-être, sur le côté Brubaker, c'est un peu un auteur pour papa. Ouais. Tu vois, c'est un peu le truc que tu peux faire lire à ton père, fan du Parrain, voilà, par exemple, fan de Coppola, fan de Scorsese, fan de John Wayne, pourquoi pas, ou de Peckinpah, etc. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement ça, parce qu'il y a ce côté graphique aussi, ça fait beaucoup plus un truc que tu pourrais faire lire à une plus jeune génération qui s'est habituée au... Tu vois, je serais intéressé de voir ce que Happy, par exemple, qui est une grande fan de littérature jeunesse, pourrait en penser. Parce que c'est vraiment... ça prend dans des codes, bah, l'amour impossible, ou le triangle amoureux, plus ou moins, parce qu'il y a un autre personnage, mais qui est très anecdotique. Cet environnement qui est très déplacé, comme justement la ville de Twilight par rapport à la métropole. Et oui, ce retour du fantastique, quand même, c'est vrai que c'est plus si fréquent chez Brubaker depuis Fatal. Passe par la ville, justement, t'en parlais de la ville, et il y a un vrai travail de construction d'espaces très identifiés dans la ville. Le cinéma, comme d'hab. Il y a les bois, il y a la côte avec le phare du père de Lens. Et je pense que d'ailleurs la ville a pas fini de nous révéler ses surprises, quoi. Mais c'est ce que tu disais en fait sur le bruit du vent dans les arbres, la neige alors c'est peut-être très con comme phrase que je vais dire, mais j'ai rarement vu une neige aussi incroyable en bande dessinée, en fait. Alors, c'est très très con ce que tu dis là, quand même. C'est sûrement très con, mais je trouve qu'il y a une texture et surtout qu'en plus ça passe par des petits bouts, mais ça passe par des petits bouts de dialogue où t'as souvent un personnage qui va juste souligner, tiens, elle est quand même énervée cette tempête, genre c'est bizarre, tu vois. Et elle est pas tout le temps présente, et peut-être un élément de mystère derrière ça, quoi. Et je trouve que du coup à la fin de la lecture de l'album, il y a plein de pistes à explorer. Mais en même temps, il y a le gros biscuit de l'identification au personnage, en fait. Moi, ça a marché vraiment à 100% là-dedans. Il me semble que dans Criminal, par exemple, il y a toujours une énorme voix off, une énorme narration avec Brubaker, qui est très souvent à la première personne. Arrête-moi si je me trompe, mais dans mon souvenir, il y a beaucoup de première personne et tu sais de narrateurs un peu peu fiables, dans le sens où il va exprimer ses sentiments directement. Là, il y a une voix à la troisième personne qui permet en fait presque un truc omniscient où tu vas avoir des plans sur son visage qui va passer d'un sourire à un faciès beaucoup plus fermé, et ça va passer par elle pensait à ça et maintenant elle pense à ça, la vie c'est compliqué, quoi. Mais et non, c'est excellent. Je pense que ce sera amené à être encore mieux avec le tome 2 et 3. Le tome 2 est prévu pour septembre, il me semble. Septembre 2023, août-septembre 2023. Et le troisième, début 2024, mais pour l'instant, rien n'est sorti en VO. Donc, à voir. À noter, je le place ici, qu'effectivement, à l'annonce du titre chez Glénat, j'étais un peu inquiet. J'étais en mode même un peu protecteur, à me dire genre, mais pourquoi c'est pas chez Delcourt, en fait? Delcourt, il publiait de Brubaker, c'est pas normal. Et en fait, l'édition est chambée. Ce qui parle comme ça quand on n'est pas en podcast, en fait. Ouais. C'est sa vraie voix, vous avez entendu. C'est ma vraie voix, là, je fais le crooner un peu. Mais... Et en fait, non, l'édition est mortelle. Le papier est très joli et de qualité, finalement. Bah, là, moi, je suis pas d'accord. Si tu me permets de jump in. Je te permets pas, mais vas-y. D'accord. Désolé. C'est que oui, effectivement, en plus, c'est pas si éloigné du standard, justement, que propose Delcourt, que je trouve d'ailleurs tout aussi frustrant en termes de taille. Le dos rond, c'est un peu différent quand même. Le dos rond est différent et il est plus grand. Non, mais je parlais de la taille, c'est pas beaucoup plus grand, tu vois. On parle à Pulp. Mais après, c'est un format particulier en VO, visiblement, c'est encore plus petit. Bah, en fait, oui, c'est parce que c'est classique, même sur l'édition de Panel Syndicate, il m'avait semblé que c'était plus, enfin, c'était pages étaient plus carrées, enfin. Ouais, c'est ça. C'était presque à l'italienne, pour Pravetaille et Barrière. Bah, là, alors oui, mais quand même, hein. T'avais la différence pour celui-là, ils ont pas du tout pris le format à l'italien. En fait, t'as le choix, tu peux le télécharger. C'est ça que moi, en plus, j'adore avec la plateforme Panel Syndicate. C'est que t'as le choix, en fait. Tu peux le télécharger en double page pour iPad, comme tu peux le télécharger en single page.
Et t'as quand même des doubles pages quand le dessin l'exige. Tout à fait. Mais ouais, c'est un format, les planches sont beaucoup plus carrées que le format comics classique, quoi. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que finalement, je t'écoutais parler, je réfléchissais, et c'est vrai que la fin de l'album, en fait, parce que c'est quand même assez court, c'est 3 numéros, pourrait passer, en fait, pour une sorte de fin d'album de franco-belge, tu sais, où, en fait, t'as le tome 1 qui est vraiment juste une grande introduction, présenter les personnages, l'amorce du mystère, etc., ce qui est rarement le cas dans les criminels, justement, où un tome égale une aventure complète. Et que du coup je trouve ça frustrant d'avoir ça au format comics, en fait, comme ça pourrait être un produit d'appel à un lectorat plus jeune ou peut-être plus féminin, ou tu peut-être l'aurais presque vu dans un format je l'aurais vu plus grand, tu vois, parce que c'est quand même 19€, tu vois, et il faut y aller, il faut motiver. Après c'est pas des issues, c'est pas la pagination classique, c'est pas du 24, c'est du 30, et il y a même presque, il y a des numéros qui font 34, il y en a qui font 40. Ouais. Mais en le relisant, comme j'étais étonné justement parce qu'en fait, oui, parce que c'est du 19€, mais pour 120 pages, c'est un standard. C'est quand tu le lis en VO, en fait, t'as le réflexe d'aller après le numéro 3, parce que justement, c'est un peu là que tout commence au niveau de l'amorce de l'intrigue. Et donc, moi, en fait, comme pour Delcourt, si vous m'écoutez, ami Delcourien, je veux du Brubaker en grande taille, et j'en ai ras le cul des petits albums. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, très bien. Il n'avait qu'une seule audience à faire. Très bien. Mais c'est un message sur lequel je te rejoindrai sur le prochain album dont on va parler, parce qu'en plus, on nous avait promis de mémoire dans un podcast qu'il y aurait un grand format, et au final, c'est une édition standard qu'on a eue. Ce n'est pas grave pour autant. Donc, de quoi il parle? On se demande bien. Mais pour revenir juste à Friday, donc 19€ chez Glénat, c'est sorti le 11 janvier, donc c'est vraiment la sortie la plus récente qu'on chronique dans ce Back Issues. Et on vous rappelle que dans la description du podcast, vous avez des liens de commande pour notre partenaire Comics Zone à Lyon, que l'on salue bien fort. Si vous voulez souhaiter aider le podcast en même temps qu'une petite boutique indépendante lyonnaise, vous pouvez cliquer dessus et passer commande chez eux. On passe donc du côté de Delcourt avec Ultra Mega. Il était quand même impensable qu'on ne vous en parle pas dans un Back Issues, alors que je vous ai tellement bassiné sur cet album, sur cette série depuis des années, des mois, peut-être depuis numéro 1. Depuis numéro 1, ouais. Parce qu'on avait fait le numéro 1 effectivement en Back Issues VO. La cover. Sortie de la cover, annonce du titre. Ah là là, ça va être génial. Il avait dit ça, qu'il était chaud à l'époque. Ouais, voilà, dès tout de suite bien la promesse était folle dès l'annonce du titre avec la couverture. Donc Ultra Mega, un titre écrit et dessiné par James Harren. Donc un premier tome qui comprend les 4 premiers numéros de cette mini-série, sachant qu'un volume 2 doit arriver à l'horizon bientôt, peut-être. Pareil, numéro 13. Il y a des news là-dessus. Bon. Il y a 0 news dessus, ça devait sortir, il l'avait annoncé pour 2022 et c'est pas sorti en 2022. Donc pour l'instant, on attend. J'imagine que ça prend du temps vu qu'il écrit et dessine et il fait tout à peu près tout seul. Ultra Mega, donc, si vous aimez les kaiju, la grosse bagarre et surtout un univers foisonnant, ce sera pour vous. Donc on parle d'une pandémie qui a une origine extraterrestre et qui, en arrivant sur Terre, en fait, transforme des personnes en monstres géants. Pour lutter contre ces monstres, le gouvernement forme justement les Ultra Mégas. Ce sont 3 personnes capables de se transformer en Super Sentai de taille gigantesque. Ça part là-dessus, sur cette promesse d'avoir de la baston un peu à la Pacific Rim, en fait, entre des monstres géants et des adversaires géants aussi, du côté de l'humanité. Ou à la Ultraman. Ou à la Ultraman. Alors arrêtons d'être occidentalocentré. C'est ça, complètement américanisé. Le Japon qui a tout inventé. De la culture. C'est pas un accent raciste, hein, juste... pardon. Oui. Non, mais ce que je veux dire... je me suis dit non. Donc ça pourrait partir, voilà, comme sur ce genre de postulat à la Ultraman, sauf que ça va aller beaucoup plus loin, puisque il se passe quelque chose dans le premier numéro qui nous ramène à une forme de réalisme, on va dire, dans cet univers très très fantasmé et très imaginatif, en fait, mais une forme de réalisme assez cru et assez gore, hein, tout simplement pour dire. On va dire que quand un monstre géant et un mec géant se battent dans une ville, ça fait des dégâts, beaucoup, et donc c'est assez traumatisant. Ellipse temporelle, on suit un peu le monde qui évolue. Et on découvre tout un univers avec une secte qui se développe justement en adoration des kaiju, avec des combats de gladiateurs, un petit peu des formes d'une nouvelle société, en fait, qui se crée dans un monde qui est de plus en plus laissé à l'abandon et duquel l'espoir pourrait peut-être renaître ou pas, on ne sait pas. C'est très très noir, c'est hyper bien gratté de ouf. Les monstres ont des designs de taré, il y a des idées de graphiquement, c'est incroyable. Voilà. Pour le coup, je te rejoins là-dessus. Ça me fait très plaisir, mais il y a vraiment des idées de découpage, il y a une forme de dynamisme dans le dessin de James Harren qui est taré. Ça aurait mérité pour moi une édition hyper grand format pour le délire, façon kaiju. Mais ils ont plus grand format Delcourt, il me semble pas. Non, ils le font pas en général parce qu'ils ont un standard de publication, mais je me rappelle que Thierry Mornay était passé dans le podcast et on en avait parlé, il avait dit il y aura un grand format, je crois, pour tout. Alors finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une édition spéciale avec une variante pour Pulps de Ryan Otley qui est plutôt cool et avec un carnet bonus avec des croquis et tout ça, donc
forcément moi je l'ai pris comme un Yankee, comme un gros Yankee. Et voilà. Et pour moi, c'est juste que c'est vraiment en l'espace de, donc le premier numéro c'est 80 pages, c'est le numéro qui m'a vraiment poussé à aller reprendre des single issues limite en day one, même si c'était $8, c'était hors de prix, mais c'était juste des très très bons single issues. Il y a vraiment un plaisir de lecture ouf. Ça part dans beaucoup de sens, et peut-être, je le reconnais volontiers, que ça peut être parfois trop fouillis et que certains pourront lui trouver des défauts là-dedans, mais moi personnellement j'aime quand c'est généreux, j'aime la générosité, et j'ai rarement vu un comic book en fait qui m'en donnait autant, tout simplement, dans ses concepts, dans ses idées, dans la façon dont chaque chapitre en fait amène l'histoire dans des directions dans lesquelles on ne s'attend pas. Donc c'est un vrai bonheur de lecture pour moi. Ça reste toujours mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Je vous le recommande. Je sais que du coup mes amis ne sont pas peut-être aussi dithyrambiques que moi. Non, en plus t'as pré-shot tous les défauts qu'on pourrait lui faire. Ouais, mais en même temps, à t'écouter, je suis d'accord, j'ai presque envie de le lire, quoi. Mais tu l'as lu? Tu l'as lu, je l'ai lu, oui. mais de le relire, pardon. Mais tu sais, en mode auditeur, genre. Parce que toi t'as pas aimé quelque chose alors. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que. Allez, tu vas partir de ce podcast immédiatement. C'est que, mais en fait t'as cité la référence que j'avais un peu en tête en le lisant, qui était Pacific Rim. Ouais. Qui est peut-être faut peut-être pas partir avec ça en tête, parce que effectivement c'est beaucoup plus sombre. Bah j'ai dit que c'était le postulat de départ, mais justement que ça partait beaucoup plus loin. Et effectivement ça part plus loin, ça part dans un délire très post-apo. Et ce que toi t'as trouvé comme qualité, que l'univers est presque va de surprise en surprise. Moi j'y ai vu un petit défaut d'écriture dans justement la construction de cet univers en fait. Je me rappelle avoir fini l'album, je comprenais pas vraiment les tenants et aboutissants de l'univers en fait. Je trouvais que ça allait des fois trop vite sur certains trucs de world building, et alors du coup ça laisse la place à des claques visuelles incroyables. Enfin, pour le coup, James Ryan, si vous avez lu Rumble, si vous avez lu même ces épisodes de BPRD qui, je trouve, dans une période du BPRD où ça ronronne un peu, sort un peu de l'ordinaire et amène un vrai dynamisme aux scènes de combat. Là, c'est du porn de ça. Enfin, effectivement, les scènes de combat, elles sont terribles. J'ai été au début très surpris de la noirceur qu'il y avait, parce qu'en fait, effectivement, je partais sur le postulat de Pacific Rim, où Pacific Rim, quand il chope un bateau et qu'il le met dans la gueule du kaiju, je suis un supporter de foot, en fait. Je suis en mode, let's go! Là, chaque patate, tu te dis, oh, mais l'humanité, elle va pas s'en sortir, en fait. Et du coup, il y avait un peu une énergie où ça a pas matché quand je l'ai lu. Alors, comme je vous disais en off, je le relirai, et sûrement qu'il y a des trucs qui prendront un petit peu plus de sens et tout, mais je me rappelle être resté sur ma faim et m'être dit, l'univers est moins intéressant que ce à quoi je m'attendais. C'est le mec, il a un repas étoilé et il reste sur sa faim, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est peut-être parce que je suis en désaccord total avec toi. Moi, je veux bien dire que c'est peut-être une question d'attente aussi. C'est qu'en fait, tu nous as tellement hypé sur ce titre que je dis juste au lecteur, avant de lancer dedans. Ouais, mais je pense que ça joue. Peut-être baisser vos attentes en mode, attention, il y a peut-être des trucs que vous allez pas aimer, et en le lisant, ça se trouve, ça va être en mode, c'est là qu'on va faire thèse, antithèse, synthèse. C'est que, tu vois, moi, justement, quand on avait lu le premier numéro, donc Arnaud qui était motivé et tout, moi, je l'ai lu, je trouvais ça très bien. Mais je voyais un peu comme pour Big Girls, le côté, ce type n'est pas scénariste, et en fait, ça se voit. Du coup, c'est un peu le bordel, ça évoque plein de trucs super intéressants. Par moins, souhaite moins révolutionner son univers à chaque épisode. Bien sûr, on est d'accord. Mais par contre, il y a quand même ce côté, il y a plein de pistes qui sont lancées et qui n'aboutissent pas, parce que le gars, au départ, c'est un dessinateur qui veut se faire plaisir. Donc, il va créer un setting qui est intéressant, mais le but pour lui, c'est d'abord de dessiner. Et dessiner des trucs qu'il a envie de dessiner. Donc, il va pas attendre qu'un scénariste lui propose de faire un comics avec des monstres géants. Il va le créer. Et partant de là, il trouve des idées qui sont super intéressantes, comme par exemple l'allégorie du kaiju comme un cancer, la maladie qui se déclare chez les gens, le relationnel. En plus, qu'on parle de Pacific Rim, c'est quand même très différent. C'est des robots dans Pacific Rim. Là, c'est des corps gigantesques d'humains, en fait. Ça se rapproche plus de l'ultra méga. Et effectivement, il y a justement, comme tu l'as dit, la variante de Otley qui nous rappelle qu'il y a quand même une grosse inspiration Invincible. Parce que tu disais réaliste, quand même. Au niveau de la violence, c'est pas réaliste. C'est exagérément violent. Enfin, ouais, d'accord. Ouais. Non, mais dans cet aspect-là où la violence est réelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est on piétine des yeux de kaiju à coups de pied, tu vois, là, voilà. pour le coup. Et vraiment. Et ça, moi, ça m'a fait kiffer. Donc, quand on a eu le premier numéro, en fait, je me suis dit, oui, moi, c'est imparfait au niveau de l'écriture. Mais par contre, c'est un caprice de dessinateur. Et donc après, quand t'évolues dans l'univers, tu pioches ces éléments que t'as envie de piocher et t'attends la prochaine scène de baston, tout en comprenant, en fait, que c'est un objet qui est bizarre. Que c'est quand même un objet qui est bizarre, tu vois. C'est, pour le coup, Invincible, c'est très quadrillé. T'as un scénariste qui a un plan, il te fait un twist, puis il te fait un arc suivant, etc. Alors que là, en fait, comme ça a ce côté généreux et défouloir d'un artiste qui a l'air
d'accomplir un peu un rêve personnel, bah tu le prends pour ce que c'est, tu vois. Et moi quelque part j'ai vu les défauts dont tu parles, j'ai vu les qualités dont Arnaud parle, et je me dis que c'est comme ça qu'il faut le présenter, comme en fait un délire d'artiste qui est pas inintéressant, qui a effectivement des trucs assez tragiques. Tu parlais du côté désespéré, c'est un truc qui me plaît beaucoup en fiction, qui me fait penser un petit peu à Devilman Crybaby justement, dans cette idée qu'en fait voilà l'humanité renonce à tout espoir et qu'en fait c'est un monde où il faut pas en fait s'accrocher à la bienveillance humaine ou à la bonté humaine. Les humains vont se bouffer entre eux si jamais il y a moyen d'échapper à la fatalité. Pareil sur les morts que provoquent les kaiju, parce que il y a une scène qui est géniale dans le Colisée par exemple où sans spoiler, du coup il y a des petits kaiju en fait, et pour se donner l'impression d'être des géants en fait ils refont des petites villes, des fausses villes dans lesquelles ils affrontent des humains qui sont à taille humaine, et du coup ça c'est aussi une sorte de dommage méta volontaire ou involontaire aux vraies productions de Tsuburaya avec des mecs en costume qui jouent Godzilla et qui se tabassent avec des monstres, tu vois. Ça c'est super futé, et juste après il tord le coup à ça en faisant une vraie scène de meurtre qui va être à la fois dégueulasse et à la fois super pour les mecs qui ont un esprit tordu comme Arnaud, super récompensante, parce que la mort aussi c'est un gadget, tu vois, c'est un outil qui sert à faire plaisir, à distraire et compagnie. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez intéressant comme truc, tu vois. Et effectivement, au niveau du combat, cette espèce de mix entre des codes très japonais, parce que tu vois les emprunts qu'il fait à Otomo par exemple, où tu sais quand un personnage s'élance et que t'as vraiment ce trait à la japonaise avec les lignes de fuite qui vont vers l'arrière et tout. Et qu'après il te met quand même des couleurs très comiques où ça pète, c'est fuchsia, c'est fluo et tout. C'est un produit qui est pour moi assez hybride et qui le rend assez unique, tu vois, du coup. Mais après on veut lire un bon scénar, effectivement, c'est pas forcément là où qu'on va aller. Après un bon scénar avec des monstres géants, je connais pas non plus 150 000. Et je suis prêt à lui laisser le bénéfice du doute dans le sens où effectivement, alors un petit peu comme Friday, mais pas vraiment. Il y a quand même ce sentiment aussi que c'est une introduction. Alors peut-être beaucoup plus copieuse que Friday, beaucoup plus fouillis et des fois foutraque. Mais moi, la fin de l'album c'est là où peut-être ça m'a laissé sur la fin, c'est que elle te relance complètement le truc parce que oui, mais elle peut-être relance et du coup t'es en mode on attend la suite. Je de toute façon. veux la suite. Oui, en mais fait. ça, mais et ça du coup pour je moi lui laisse c'est le bénéfice du doute de la suite peut-être éclairer des éléments où on est passé super vite dans la construction de l'univers et revenir dessus pour développer tu vois plus. C'est surtout qu'elle t'amène à revoir en fait l'un des paradigmes qu'on te présentait dès le départ en te disant mais en fait ce que tu penses être depuis le début n'est pas forcément ce que tu croyais, et ça faut voir après comment Aren le développera, mais enfin ça fait quand même une forme de fin effectivement un petit peu en cliffhanger qui pourrait paraître facile mais qui moi je trouve donne vraiment l'idée aussi de dire, parce que c'est du comics indépendant, c'est dur d'accrocher avec des comics indépendants, surtout quand c'est des titres aussi atypiques, et pour moi c'est une vraie réussite aussi de vouloir réussir à t'accrocher comme ça, et ce que je disais avant c'est juste que maintenant la suite elle se fait attendre de façon un petit peu cruelle quand même, puisque le titre devait revenir en 2022 en VO et ça n'a pas été le cas, donc j'espère que Aren est toujours je crois avoir lu un truc là-dessus, peut-être en postface ou en interview ou quoi, où le gars avait dit justement j'ai un peu tout mis dans le premier numéro parce que j'avais peur que ça ne marche pas et qu'il y aurait pas de suite, et peut-être que ce côté un peu reboot de l'univers à chaque numéro, enfin c'est pas exactement ça, mais ce côté on pose des règles différentes et on va essayer de faire un truc qui cadre bien et qui clôt bien le premier arc. Peut-être que justement c'était dans le doute que ça ne marche pas et qu'il pourrait pas ensuite qu'il voulait pas finir sur un cliff de fin, tu vois. Et peut-être que ce sera plus cadré dans ce cas, vu qu'avec la suite il sera assuré d'avoir une partie du lectorat qui le suit. Et si vous êtes fan, elle est annoncée, elle est sûre que oui ça a été annoncé, ça a été annoncé chez Image et tout ça. Si vous êtes fan comme moi de Gantz ou de Terraform Mars et que vous aimez bien voir des humains se massacrer par des créatures absurdes, c'est typiquement, ou si vous avez des potes dans ce cas-là, c'est typiquement ça qu'il faut leur offrir, parce que c'est exactement ce genre d'humour bien vénère et bien très gratos rigolo aussi. Ça c'est très désespéré. Quand le mec se détransforme et qu'il a sa grosse tête, tu vois, c'est genre d'idée vraiment absurde. Des bonnes scènes. Très bien, donc voilà, de toute façon moi je reste sur le fait que pour moi c'est un immanquable, clairement c'est un truc à lire, et pour le coup c'est 19,99€, donc c'est 20 balles pour 216 pages, donc là on est quand même sur un très bon rapport quantité-prix chez Delcourt. On continue avec du grand format pour Une soif légitime de vengeance, un titre qui nous est paru dans le grand format Urban de chez Urban Comics. C'est un titre qui est écrit par un certain Rick Remender et qui est dessiné par André Lima Aruro. Et c'est un polar coréen, en fait, tout simplement. C'est la réponse de Rick Remender à, pas la mode, mais l'afflux, en fait, de polars coréens qui ont été importés aux États-Unis depuis quelques années, de Bong Joon et tout. Et de Kim Ji-woon aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de Bittersweet Life, en tout cas dans le début de cette histoire.
Donc c'est l'histoire de ce qu'on pense être un tueur à gages qui opère avec des contrats récupérés sur le dark web, qui un jour voit une jeune femme qui est prise pour cible. Il va, lui, se rendre sur les lieux de l'assassinat et être rejoint par un autre criminel, sauf que, évidemment, c'est le héros, il va décider de ne pas accomplir le contrat, mais s'engage une sorte de course-poursuite. Point. En fait, il y a pas grand-chose dans ce premier album. C'est vraiment, vraiment très différent de ce que fait Remender d'habitude. Remender, c'est un auteur du dialogue. C'est un auteur qui, en fait, pareil, un petit peu comme Brubaker, met beaucoup de lui-même dans ce qu'il écrit d'habitude. Quand vous voyez, par exemple, Lowe, il avait dit que c'était sa thérapeute qui lui disait essaye de voir le monde sous un angle plus positif. Et donne-toi ce challenge, t'écris une BD, t'es auteur de bien BD. réussi. Voilà. D'écrire un personnage qui va être optimiste, et c'était la daronne dans Lowe. Dans Black Science, c'est lui, le héros. Tu vois, il le dit lui-même, c'est Black Science, ce mec qui déserte sa famille, qui est autodestructeur, etc. Voilà. Exactement. Et qui a ce côté un peu punk, toujours en rébellion et tout. Et pareil pour Deadly Class, c'est sa jeunesse, voilà. Donc, en fait, les meilleurs BD de Remender parlent de lui. Et donc, il a besoin de les faire parler, ces personnages. Alors que là, en fait, c'est extrêmement silencieux. C'est extrêmement contemplatif. C'est la challenge, hein. C'est le cinéma coréen et pas forcément un cinéma de bavardeur, quoi. Il y a aussi un côté, les ambiances, on prend le temps de respirer, de vivre. Là, il y a cette scène où il va voir sa mère à l'hosto, enfin, à la maison de retraite. Et tu vois, voilà, c'est typiquement une scène que tu verrais bien au cinéma, tu vois, pour humaniser le héros et tout. Le problème, c'est que, bon, déjà, le scénario est, du coup, évoque des référents qu'on a déjà vus ou lus ailleurs. C'est très court parce que ça se lit super vite, de facto. Il y a un propos sur les 1%, les sectes sexuelles de Jeffrey Epstein et compagnie, mais qui est pareil suggéré parce que c'est pas dit en fait, c'est montré. Et en fait, c'est vraiment cette BD, c'est du show don't tell, vraiment. C'est genre tout est montré, tout est sous-entendu par les décors, par la promenade du héros dans les cases, etc. C'est même parfois assez économe en effet de lettrage pour les bruitages et tout. Et en même temps, moi, j'ai pas reconnu le Remender que j'aime. Tu vois, j'aime bien justement le Remender du world building, de ce côté un peu autodestructeur, de ce côté humour à froid, de ce côté humour noir aussi, et super généreux, le jaillissement qu'il pouvait y avoir dans Black Science, le côté très punk, années 80, école d'assassins, manga de Deadly Class. Là, je pense que c'est un bon titre, hein, il a pas de défaut plastique majeur. Par le fait que c'est très court. Plastiquement, c'est même plastiquement joli. Oui, j'ai pas encore parlé du dessin, bien sûr, mais voilà, après, je sais pas si ce sera un Remender dont on se souviendra encore dans 5 ans, tu vois. Non, peut-être le problème, c'est que justement, parce que on parle de cinéma, le mot est revenu plusieurs fois, mais parce que justement, c'est l'approche qu'il a, André Limaroro sur ce projet-là, c'est que c'est du cinéma, techniquement dessiné. Remender, il l'a. Parce que il me semble que le personnage principal est inspiré d'un acteur. Oui, c'est Ma Dong-seok, quoi, clairement. Ouais. Benedict Wong aussi, quand même, hein, il y a une petite ressemblance. Ouais, je pensais plus à lui. À Benedict Wong. En fait, Ma Dong-seok, c'est donc le mec qui joue Gilgamesh dans Eternals et qui fait c'est Crazy City, The Rush, je sais plus. Enfin, tu sais, c'est une espèce de série de films où il joue un flic super vénère qui met des patates et tout. Et là, il y a vraiment ce côté, de toute façon, le côté tueur à gages qui défend une victime et qui se barre en Valka, enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu dans 1 million de films. C'est ça, mais comme disait Bigor Antoine en off, juste avant d'enregistrer le podcast, qui avait un côté un peu, c'est comme du Millard, en fait. C'est-à-dire que c'est un pitch qui clairement sert de proposition de film, en fait. Et là, t'as déjà un film, en fait, déjà fait. Mais je trouve que moi, c'est à l'inverse parce que je pense pas que ça ait vocation, justement, d'être adapté. Je trouve que comme le présentait Corentin au début, de dire que c'est une réponse c'est vraiment juste Remender qui se dit, vas-y, j'ai bien envie de me faire mon propre polar un peu coréen comme ça, en comics, et si j'essayais de le faire, et à mon sens, ça fonctionne parce que ça a la sécheresse, on va dire, enfin, le côté très sec, de ce type de polar, où ça s'envoie des pains dans la gueule, ça se tire dessus, ça se tabasse. Moi, je trouve que, justement, on perd pas trop de temps, en fait. Alors oui, la lecture devient rapide de fait, mais aussi, je veux dire, des films d'action, des actionneurs, machin, où tu vas, enfin, The Raid. Pour moi, The Raid, tu vois, tu vas pour la mise en scène, tu vas pas forcément pour l'histoire, parce que l'histoire, c'est un groupe de paramilitaires qui se retrouvent dans un building et qui vont devoir survivre pendant 2 heures en se battant avec leurs poings, quoi. Là, pour moi, c'est enfin, la soif légitime de vengeance, donc une histoire de vengeance assez simple, c'est qui tient sur très peu de lignes. Par contre, ce qui détonne, c'est la mise en scène, c'est le dessin, c'est le découpage de Haruo qui est beaucoup trop fort. Enfin, ça fait partie d'un de ces artistes. Vous savez qu'on les aime avec ce genre de traits, mais si on vous dit Frank Whiteley, ce genre de choses là, pour moi, ça s'en rapproche quand même.
Faut savoir que André Limaroro, il est en train de faire un autre truc avec Brian Bendis qui est pas encore sorti en VF, dont il faudra qu'on vous parle un jour, mais qui est incroyable de design et de dessin. Donc voilà, le type est beaucoup trop fort et je trouve que là-dedans vraiment il y a, d'un point de vue purement juste séquentiellement narratif, je trouve ça vraiment mortel. Alors je conçois s'il y a pas grand chose à dire peut-être, on va dire, mais parfois c'est pas ce genre d'expérience là, et c'est pour ça que là pour le coup le fait de le faire en grand format, j'aurais envie de dire que c'était plutôt bien pensé, parce qu'effectivement par contre sur un petit album là on aurait perdu un petit peu de l'intérêt de l'expérience visuelle, et que bah là clairement ça aurait juste fait justement un album de Mark Miller un peu voilà, un peu trop rapide quoi. Je pense que c'est surtout grâce au dessinateur et peut-être à ce que tu viens de dire, parce que effectivement moi, en le lisant je me suis dit il a la stratégie Miller en fait, où effectivement il fait le bouquin quand tu le lis c'est adapté tel quel, c'est storyboardé parfaitement pour que même Remender puisse le réaliser lui-même quoi. Mais peut-être qu'effectivement il a pas cette envie, ou en tout cas c'est pas aussi motivé que Millar, où pour le coup moi c'est toutes les dernières BD de Mark Millar me sont tombées des mains à cause de ça, à cause du fait de tu vois l'espèce de pitch au producteur et t'es en mode oui mais peut-être fais-moi une BD avant de penser à l'adaptation, là où cette BD marche bien tout en étant très silencieuse effectivement, parce que peut-être qu'il se fait plaisir sans même penser au fait que ça va pouvoir être adapté, alors que je mets peut-être pas ma main à couper parce que j'y tiens. Je pense que ça va être adapté, ça va être le premier truc adapté de Remender quoi, parce que ça fait plusieurs trucs qu'il a je crois en projet d'adaptation. Il a dit. Mais par contre il avait dit aussi sur les réseaux que Remender a déjà été adapté techniquement. Ah oui, Deadly Class c'est vrai. Oui, c'était pas mal. Pas obligé. Ah bon, d'accord. Ouais, moi j'avais bien. Mais tu vois pareil, c'est pardon, je m'embrouille. Il avait dit sur les réseaux qu'il avait jamais écrit pour être adapté et que justement c'est comme ça qu'il avait fini par être adapté, en faisant des BD sincères. Last Days of American Crime. C'est Netflix. C'est affreux. Non, c'était nul, mais je veux dire que voilà. A déjà été adapté. C'est un réel français. Olivier tellement marqué. Mais enfin, je vois ce que vous voulez dire tous les deux, mais peut-être qu'il me manque en fait, parce que tu parlais de The Red, tu retiens quand même les scènes de baston. Moi, je trouve pas même, enfin, tu vois le héros. Moi j'y replonge volontairement. Il a un potentiel de gros buteur et tout, et enfin, je me souviens pas genre qu'il dégaine d'un coup les techniques de Wing Chun et tout, tu vois. Enfin. Non, mais je te parlais juste de découpage et de tir. Moi, j'y retourne volontairement, justement, parce que de toute façon, je sais que c'est une lecture qui prend pas trop beaucoup de temps. Encore tous les mois, hein, et sur lequel, en fait, tu vas revenir justement juste pour te faire un petit shot de belles planches. Bien sûr, ouais. Mais je pense que je serais plus intéressé par les Sacrificers où il revient du world building et tout. Que là, à mon avis, c'est vraiment, encore une fois, après, c'est un caprice personnel de. On sera d'accord pour dire que c'est pas du tout le meilleur Rick Remender. Il a fait des choses vachement plus importantes et vachement plus entraînantes. Dans l'exercice de style, par contre, je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu, quoi. Voilà. Et ce premier tome est bien. Je pense que, pareil, il sera je pense que le tome 2 sera mieux. Ouais. Après, on a lu en VO, donc on spoil. Confirmer que ce sera mieux. Par exemple, ce que tu disais, tu vois. Mais après, ça, c'est toujours le danger. C'est toujours le danger de dire aussi, ouais, mais le début, c'est pas terrible, mais c'est mieux après. Non, parce que je trouve que le tome 1, les lecteurs, ils sont pas là pour se dire, bien sûr, ce sera bien que à partir ils auraient peut-être pu le faire en pré-découverte, du coup, pour celui-là. Bah, c'est pas la politique urbaine. Bah, si. Pour les nouveautés. Pas pour les grands formats. Pour la urbaine, je veux dire, le grand format. Bah non, c'est pas faux. C'est un autre derrière. Très bien. Bon, en tout cas, c'est disponible en librairie. Ça, 19 €. Pareil, c'est 120 pages, mais par contre, c'est du grand format. Donc, vous y trouverez peut-être votre compte. Ensuite, on va continuer, Corentin, ensemble, toi et moi. On va parler un petit peu de Namor, tiens, parce qu'il y a un film qui s'appelle Black Panther Wakanda Forever qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et donc, Panini est allé chercher un petit peu quelques publications sur lesquelles Namor est mise en avant. Et il y a un titre, en fait, qui est paru à l'époque de Marvel Knights, qui s'appelle donc Namor The Depth en VO, et c'était donc traduit par Namor Voyage au pays, au fond des mers, pardon. Au pays des mers. The Depths. J'allais dire au pays des merveilles, mais ça c'est Peter Pan, ça n'a absolument rien à voir. Namor va voir le Capitaine Crochet, c'est ça. Et il lui pète la gueule, c'est belle histoire. Non, donc ça s'appelle donc Voyage au fond des mers. Donc c'est écrit par Peter Milligan et c'est illustré par le génial artiste peintre Esad Ribic, croate, donc à qui on doit les Thor de Jason Aaron, à qui on doit le Silver Surfer Requiem, à qui l'on doit également la mini-série Loki, effectivement, de Robert Roddy. Enfin voilà, un artiste qui est généralement très bien mis en avant par Panini, parce que en fait ses travaux chez Marvel sont très apprécié, très reconnu, ce que hérite. Je veux pas vous refaire le descriptif, je sais pas, mais héritage de Frazetta, tout ça, voilà. Il fait aussi les Eternals de Kieran Gillen qui est très chouette. Les couvertures de la série Conan le Barbare de Jason Aaron, inspiré par Frazetta. Évidemment. Donc voilà, un très bon artiste. Et alors, c'est un concept, voilà, si, pour moi, ça fera,
si vous écoutez un peu nos podcasts de Front Page et tout ça, on vous a parlé, ou de Back Issues VO, on vous a parlé un petit peu de Aquaman Andromeda, qui était vraiment une forme d'histoire d'horreur dans un univers sous-marin. Là, c'était 20 ans avant, 30 ans avant, peut-être on faisait la même chose, mais en partant du principe justement que Namor, c'est pas un super-héros, c'est plutôt cette créature sous-marine un peu mythique, un peu inquiétante. Et donc en fait, on va suivre une expédition dans un sous-marin qui justement en fait, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, et en fait ils vont essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et se retrouver au contact justement, mais sans le savoir vraiment en fait, de cette créature vivante, ce mythe, et commencer à perdre les pédales. C'est très huis clos, c'est très vraiment 20 milieux sous les mers, abyss, mais très très abyss, et Moby Dick aussi. Ouais, et justement où au final Namor n'est presque pas présent dans l'histoire, très peu au final. C'est ça qui est génial. Et c'est vraiment du enfin, non pas que ça, il est bien Namor, hein. Je dis pas que c'est génial que ça passe. Oui, là, oui. mais il y a vraiment une façon de le mettre en image et de suggérer sa présence qui est unique, quoi. C'est ça, c'est une forme de high concept en fait. C'est vraiment un concept comics vraiment là-dedans, de dire on va vous faire. C'est comme un peu pour ce que raconte un peu Todd McFarlane avec son envie de faire un film Spawn, où justement Spawn, ce serait un peu comme dans Jaws, dans Les Dents de la Mer en fait. Ce serait un personnage inquiétant dont on sait qu'il est là mais pas vraiment, dont on doute un petit peu, et qui au final n'est pas vraiment central dans l'histoire. Là en fait, il est tellement, enfin, il n'apparaît pas beaucoup, mais en fait, toute sa puissance en fait, et justement l'inquiétude que tu peux avoir par rapport, parce que c'est un personnage qui est puissant, c'est ça on le sait quand même, et en fait tout ça en fait, il y a une forme d'inquiétude en fait qui transparaît, enfin qui se déverse sur chacune des pages, alors que pourtant le personnage n'est pas là, mais on sent qu'il est quand même présent. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme le Predator du premier film. Moi c'est une BD vraiment que je trouve géniale, et je suis très content que Panini l'ait réédité. Donc en format must-have en plus, donc c'est relativement accessible. À un prix relativement bas par rapport au reste de Panini, c'est 15,99. Ouais, 15,99. Ouais, 15,99. Je prenais l'info comme ça en passant. Et en fait, moi, je trouve ça génial parce que justement, ça nous rappelle que Marvel Knights, ça existait à une époque, préludant un peu de ce que sera devenu le DC Black Label, où pareil, je pourrais t'imaginer très facilement une histoire de Batman dans ce style, où on pourrait suivre un criminel qui juste voit la créature Batman comme un monstre réel. C'est un peu le créature de la nuit quelque part. Enfin, c'était abordé un petit peu dans le Batman créature de la nuit. Mais je voulais vraiment dire en mode un mec qui est traqué et tout. Parce que là, donc, c'est un mythbuster, comme on dit aux États-Unis, donc un mec qui est là pour démonter des croyances populaires, qui donc cherche le Yeti et s'aperçoit que le Yeti c'est juste un petit singe et qu'il n'y a pas en fait de vrai Yeti depuis le début de l'humanité, avec cette esthétique Lovecraftienne presque mignolesque, pas en sens du style, mais au sens où l'obscurité et le danger de l'inconnu et du mythe et du folklore se matérialisent, voilà, et rentre dans l'esprit de l'humain. Parce que là on a vraiment une histoire qui pourrait très bien en fait ne pas être canonique. D'ailleurs je pense pas qu'elle soit canonique dans l'univers Marvel en fait. C'est vraiment un truc qui s'intéresse à ce gars qui pense que Namor n'existe pas, et qui est au contact des marins qui eux des marins, des sous-mariniers même, ayant appris à respecter la mer et l'océan parce que c'est l'endroit où ils vont et qui peut les tuer à tout moment. Eux ont un respect de vrais navigateurs, comme à l'ancienne quand les mecs balançaient des pièces dans la mer pour payer leur tribut à Davy Jones et éviter les tempêtes. C'est vraiment c'est tous ces folklores qui se croisent, ces référents qu'il a pris dans la littérature du XXe siècle, enfin du XIXe siècle même plutôt, avec Namor qui est un Moby Dick en fait, qui est donc une créature marine qui incarne un dieu, qui incarne la nature, qui incarne cet environnement où l'homme n'a pas le droit d'aller en fait parce qu'il est pas fait pour ça. Et les pages de Ribich qui sont magnifiques. T'as une planche, mais elle est à tomber, où t'as Namor qui pose ses pattes sur la vitre pour observer le héros, et quand le héros tourne la tête, évidemment il ne voit rien, mais ça c'est vraiment quand même pour rendre un mec en slip qui a la gueule de Monsieur Spock terrifiant à ce point-là, il faut y aller, tu vois. Et au niveau graphique c'est une tuerie. Au niveau du rythme, c'est génial, même s'il y a quand même pas mal de répétitions sur le côté, j'y crois, en fait, j'y crois pas. Mais ça, c'est un peu normal, c'est justement l'esprit qui va s'accrocher au doute. Un petit défaut aussi, c'est qu'il y a une espèce d'élément de backstory sur le héros, par rapport à une ex à lui, qui aurait avorté, voilà, qui est là pour nourrir un peu le personnage et son drame personnel. C'est pas forcément très utile, on aurait pu s'en passer, mais c'est pas très grave, au pire, on n'aura pas la réponse là-dessus, ou pas une réponse satisfaisante. Mais, non, c'est pas celle-là que je pensais, Bigor. Mais Bigor qui feuillette pendant que nous parlons. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas pu le lire. Mais... Tout à fait, c'est absolument magnifique. Et vraiment, voilà, comme on en avait parlé pour Andromeda, si vous êtes fan de 20 milieux sous les mers, si vous êtes fan de Moby Dick, si vous êtes fan de Abyss, parce que j'y tiens, Abyss c'est vraiment un film où il y a des extraterrestres, oui, voilà, spoiler alert, mais où c'est vraiment en fait, ils en parlent au début, ils disent que quand on envoie des militaires sous la mer dans les bases de forage très en profondeur, il y a un syndrome qui se développe un petit peu comme les gens qui vont dans l'espace et qui sont pas formés, un syndrome d'isolement qui les rend fous. Et là c'est vraiment ça en fait, c'est un drame sur des humains qui vont s'entre-dévorer parce qu'ils sont coupés de la civilisation, et le vernis de l'humanité
et l'éducation en fait s'écaille une fois que t'es dans un milieu qui peut à tout moment dégénérer. Voilà, moi franchement j'aurais aimé mais limite une deuxième série dans ce goût-là ou une troisième série dans ce goût-là parce que je trouve ça vraiment brillant, je trouve le concept parfait en tout point. Ça nous rappelle quand même que Milligan est un grand nom de l'écriture et associé à Ribic qui est malheureusement un peu trop rare à mon goût dans la thématique de l'horreur en plus marche super bien. Ouais, on pourrait faire des BD j'allais dire bon techniquement ce serait des comics aliens quoi quelque part mais on pourrait faire des comics avec des personnages extraterrestres de Marvel et les prendre de la même façon tu vois. Tu sais un Venom, tu fais un alien avec Venom dans un vaisseau spatial. Voilà, bah c'est le film Life effectivement. Ouais. Mais donc oui voilà, moi c'est vraiment un vrai petit coup de cœur et je trouve ça bien plus intéressant que beaucoup d'aventures de Namor en comics où généralement cette création bizarre qui dit beaucoup de choses à la fois sur le mythe atlantéen, sur l'écologie. J'ai toujours trouvé ça moins réussi qu'Aquaman, personnellement. C'est vrai que je trouve que dans la rivalité des personnages subaquatiques, Aquaman a toujours été plus loin parce qu'il y a cette mythologie plus roi Arthur, littéralement. Cette rivalité avec Black Manta qui a un design superbe aussi, tu vois. Pareil, tu vois, t'imaginerais bien Sadri Beach faire un truc sur Black Manta au milieu des mers, parce que là, c'est vraiment un océan qui est sombre où les éclairages du sous-marin, tu sais, fendent la noirceur des profondeurs, quoi. Et c'est super bien. Voilà, je vais arrêter ce monologue qui est un peu trop long. Non, c'est très bien. Mais vraiment, non, mais moi, c'est un petit régal et je le conseille à toutes celles et ceux qui auraient pu découvrir l'existence de Namor via le film Black Panther Wakanda Forever, où d'ailleurs Namor est peut-être l'un des éléments réussis en termes de design et de mythologie. Parce que là, justement, ça nous montre qu'on peut faire du super-héros autrement. Ouais. En faisant pas, en l'occurrence. C'est ça, ouais. Et effectivement, et beau rappel de ce qu'a pu être le label Marvel Knights qui manque, mine de rien, parce que c'est quand même pas mal de pépites à découvrir et à redécouvrir. Donc c'est 15,99€ en Marvel Must Have chez Panini Comics et celui-là, on vous le recommande. Pour le coup, on va continuer Corentin ensemble, toi et moi, avec une double sortie chez Black River Comics, donc une maison d'édition qui est arrivée sur le marché en cours de l'année dernière, avec un titre de Garth Ennis et Goran Sudžuka, qui s'appelle A Walk Through Hell, une promenade en enfer. Donc les 2 tomes sont désormais disponibles en librairie. De quoi ça parle, très cher Corentin? Alors, ça parle l'histoire parle de 2 agents du FBI qui étaient lancés à la poursuite d'une sorte de tueur en série assez glaçant, assez malfaisant, un peu une sorte de Charles Manson, mais qui n'aurait éprouvé aucun regret par rapport à ses actes. Leur tentative, alors ça va être compliqué sans spoiler, la façon dont ils ont géré ce dossier, qui est vu par des séquences de flashback à travers tous les numéros, et on recompose un peu qui était ce monsieur, comment est-ce que les 2 agents ont géré l'affaire, et aussi leur relation au sein du FBI avec d'autres membres, enfin d'autres agents. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Et en parallèle, donc ça c'est les flashbacks, l'histoire au présent raconte comment ils rentrent dans un entrepôt où des précédentes équipes a disparu. Des agents des SWAT ont été et puis sont ressortis et se sont tirés des balles dans la tête. Et en fait, dans cet entrepôt, on s'aperçoit qu'ils seraient peut-être en enfer. Que ce serait le monde dans lequel ils rentrent est coupé de la réalité et où tout peut arriver, ils ne peuvent pas mourir, il y a des créatures, etc. Donc ça c'est pour l'intrigue. Et du point de vue thématique, ça va être encore une fois compliqué sans spoiler, c'est l'analyse que fait Garth Ennis sur le présent politique des États-Unis. En fait, c'est comment est-ce que lui, après l'élection de Donald Trump, considère que les mentalités vont évoluer, quel regard on va poser sur les gens, la société, etc. Il y a beaucoup de saillies politiques, à la fois contre la gauche, les progressistes, ou qu'on fait pas un peu passer pour des gogoles, et à la fois aussi beaucoup contre l'extrême droite américaine qui est un peu l'incarnation du mal. Donc c'est très dense, c'est très dialogué, il y a beaucoup de paroles dans cette BD, c'est très bon dialogue, ça sonne vrai, ça sonne juste, les interactions sont très recherchées. C'est marrant cette espèce de polyglossie qu'il arrive à mettre où il confronte des avis qui sont pas les siens, avec une vraie authenticité, où il arrive à faire passer un mec qui aurait justement cette envie, par exemple, de prendre la défense des minorités pour quelqu'un de sincère et en même temps pour un con, parce qu'en fait, c'est pas à lui de le faire, etc. Enfin, c'est assez ambivalent, hein. Il y a peut-être un petit peu ce côté faussement intello de Garth Ennis qui veut pas prendre position très clairement jusqu'au moment où il est obligé de le faire et où il dit en fait que dans un monde où Trump pourrait être élu président, sans forcément que ce soit l'amorce du chaos dans lequel on est actuellement, c'est quand même une manifestation assez évidente que Dieu n'existe pas. Enfin, que Dieu n'existe pas ou que Dieu est mort. Et que dans un monde pareil, quand tu crées une situation où des agents du FBI visitent les enfers, tu vas être amené à te poser la question de est-ce qu'on n'est pas déjà tous en enfer en fait,
si justement les gens n'arrivent plus à prendre des décisions basées sur les faits, sur la rationalité, et seulement en fait sur leurs convictions personnelles, sur leur instinct naturel d'animaux. Donc c'est fouillis, hein, c'est dense. On peut trouver que la fin est un peu expédiée par rapport à ça, par rapport à ce message qui en fait te donne toutes les clés de compréhension que tu aurais capté autrement, parce que c'est de l'allégorie qui est ficelée de manière assez évidente. Mais moi je trouve ça bien de voir déjà Garcenis s'exprimer politiquement aussi frontalement, parce qu'il a toujours été un peu serpentant sur le sujet. Ouais, et puis sur un côté un peu moins trash que d'habitude en fait. Ah oui. Bah, là il y a du trash, mais c'est du glauque. Ouais. Bah, en fait c'est ça, c'est que Garcenis la violence ne le choque pas. Ouais. Sauf qu'en général elle est au service d'un humour un peu corrosif, de oh là là je t'ai mis une balle dans les couilles, c'est rigolo, elle a éclaté, etc. Alors que là en fait cette violence qui s'est utilisée est mise au service d'un vrai tueur en série ou bien de vraies personnes qui sont piégées en enfer. Donc effectivement c'est froid, c'est une violence qui est très froide et qui a un côté brutal. Quand on découvre la Norak, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça pour le coup faut pas que la Norak fasse peur, hein, mais ce qu'il y a dans la Norak fait un peu flipper pour le coup. Et parce qu'en plus comme c'est réaliste, à part la partie en enfer, en tout cas l'enquête du FBI qui est faite est assez réaliste. Tu peux te dire que des tueurs comme ça ou des gens qui auraient cette mentalité-là existent quelque part sur Terre, quoi. Oui, bien sûr. Il y a un petit côté Mindhunter aussi, tu vois, quelque part, dans cette alliance des gens du FBI qui doivent avoir les nerfs très accrochés pour mener cette enquête sans se laisser déborder par leurs sentiments personnels et leur envie de foutre des balles dans la tronche au mec après qui cavale. Évidemment, parfois, l'instinct est plus fort que la raison, encore une fois. Donc ouais, moi, je trouve que c'est un très bon polar matinée d'horreur, que, effectivement, ça a ce côté glacial d'être une sorte de prophétie sur le monde de demain, on va dire, et le 21e siècle et ce nouveau normal où plus rien n'a de sens, où tout peut arriver, où effectivement la post-vérité, il y a un petit côté Kojima, tu vois, aussi dans le côté, c'est on est à l'ère de la post-vérité et du coup la réalité va s'éroder petit à petit, les variables de bien et de mal vont se disloquer et se confondre. Là c'est pareil, tu vois l'héroïne, parce que c'est plutôt l'héroïne, c'est un duo mais il y a une héroïne, la façon dont elle se positionne par rapport à son identité sexuelle, par rapport à son partenaire, par rapport à ce côté bras droit de la justice que sont les agents du FBI aux États-Unis est super intéressant parce que c'est jamais manichéen, c'est toujours compliqué, c'est toujours bien interprété et c'est virtuose pour moi au niveau des dialogues, hein. Pas au niveau du rythme. Par contre, je trouve qu'il y a des numéros où tu te demandes pourquoi ça dure 12 numéros. Justement, il y a des moments où tu te dis bon, là tu veux juste étoffer. 10 non non, 12, c'est 2 x 6. Non, c'est 5 le premier, je crois, et peut-être 7 le... 5 et 7? Ouais, 5 et 7, c'est comme ça, je crois. Ouais, bah, du coup, voilà, après, c'est un Ennis qui est très différent d'habitude. C'est cool de le voir travailler avec Suzuka, qui est un artiste qui, pour moi, est quand même un peu supérieur à la moyenne des artistes de Ennis, qui a toujours aimé ce côté, je prends des mecs qui ont un trait, qui ont un trait un peu toon, crado. Mais voilà, enfin, là, ça mériterait pour moi limite un film ou une série Netflix ou un truc comme ça, parce que vraiment, il y a une richesse quand même et il y a vraiment un coup de poing politique. Donc toi tu juges la qualité d'un comics à son potentiel d'adaptation? Non, mais je me dis que ça pourrait être découvert parce que par rapport à The Boys, tu vois, The Boys, bon, c'est une BD qui est intéressante, mais c'est une BD où Garcenis il a un but, c'est dire les super-héros c'est de la merde et George Bush c'est un gros con et voilà, enfin il va te foutre des beats, il va te foutre des têtes qui explosent et compagnie. Du coup on se fait une idée tronquée de Garcenis. J'ai l'impression que beaucoup de gens en fait se disent c'est Mark Millar en réussi. C'est un mec qui a un humour gras. Oui, enfin, ou c'est le roi du trash. Oui, c'est ça. Ou c'est le roi du trash. Voilà. Et Cross, t'as aussi noir sur le tableau. Alors que là, en fait, on est dans une histoire où il n'y a pas vraiment d'humour. Tu vois, enfin, c'est limite, justement, assez étouffant par moment. Et, cette force-là qu'il a depuis peu, en fait, parce que même Preacher, il y a quand même beaucoup d'humour, tu vois. Il y avait vraiment ce côté sale gamin, tu vois. On le voit trop peu souvent, en fait, à mon avis. Et j'aimerais bien que les gens découvrent un peu plus, cette part-là de Ennis. Pareil, dans The Boys Dear Becky, le spin-off de The Boys qu'il avait fait, même la suite en fait, qu'il avait fait après la série, où il parlait du Brexit et des droits des personnes trans et tout, mais toujours avec un côté moi, toi qu'on me fout la paix, je fous la paix aux gens, j'ai un avis, voilà, je vais vous le dire, je te le dis, mais par contre ça restait dans un moule où il fallait quand même qu'il y ait une tête qui explose avec un haha, tu vois, alors que là vraiment je trouve ça assez intéressant qu'il soit mis à ce point-là au service de son histoire. Ouais. Puis je trouve qu'il y a deux choses aussi, alors parce que bon, donc c'est en 2 albums, donc c'est 18,90€ pour avoir l'ensemble, donc 37€ le tout. Donc forcément, à tout acheter d'un coup, ça peut paraître un peu lourd au portefeuille. Et au début, je m'étais dit quand même, c'est dommage parce que pour une série en 12 numéros, une maxi-série, faire un seul album, ça aurait été quand même plus intéressant, on va dire d'un point de vue économique pour les lecteurs. Après, je trouve qu'il y a quand même une séparation nette dans les tonalités entre la première et la deuxième partie, où t'as au début vraiment quelque chose de très polar, très
terre à terre dans le sens où tu ne sais pas vraiment non plus quelle est cette dimension infernale en fait, où tu hésites vraiment à aller dans le religieux et dans l'ésotérisme en fait, alors que justement la deuxième partie est beaucoup plus spirituelle, on va dire, dans son discours, et parle aussi au-delà du constat politique des États-Unis, mais il y a aussi une forme d'exploration d'où naît le mal en fait, comment peut naître vraiment le mal chez l'être humain. Le mâle MAL, pas le mâle l'inverse de la femelle, mais voilà vraiment cette recherche en fait qu'est-ce qui crée les monstres, et sans aller dans c'est la société qui crée nos propres monstres. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas simpliste du tout, mais vraiment t'as l'exploration justement de ce personnage, notamment avec les flashbacks donc de tueurs en série, qui est effectivement terrifiant en fait, vraiment. Et quand on apprend aussi des choses dans son background, il y a des passages qui sont vraiment, enfin, c'est âme sensible, s'abstenir, hein. Franchement, c'est voilà, si vous êtes sensible sur certains sujets, voilà. Alors là, c'est de la BD pour adultes, hein. Ouais, c'est de la BD pour adultes. C'est vrai que même graphiquement, Suzuka, il a une façon parfois de dessiner des choses qui sont très simples à comprendre et qui arrivent à te pétrifier sans overdose en fait de violence ou de gore. Juste le principe, il y a un concept en fait d'un mec qui essaye de se tirer une balle dans la tête et qui peut pas mourir justement, et qui continuellement à appuyer sur la gâchette pour se tirer des balles, et ça marche pas, et c'est pas ultra gauche, je sais pas quoi, mais par contre t'as l'imagerie, la façon dont c'est présenté, avec les douilles qui tombent sur le sol une à une et tout, désespéré, ouais, c'est ça, le crâne qui lui manque, c'est ça, et c'est juste super, vraiment super fort. Et du coup, je pense que c'est vrai que nous on le chronique un peu en retard parce que voilà, maintenant les 2 tomes sont sortis, mais en fait je trouve que ça fait du sens avec le recul d'avoir proposé ça en 2 albums, parce que t'as vraiment cette séparation un peu thématique, on va dire, qui rend les choses. Après, c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est moins intéressant, mais après, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre votre temps, peut-être les demander en bibliothèque s'il y a des bibliothèques qui les ont prises, ou simplement voir s'il y a de l'occasion à la limite pour les payer un petit peu moins cher, quoi. Marjorie Finnegan, c'est Black River aussi? Ce sera aussi, ouais. 2 tomes? Non, je crois un seul. Un seul, c'est plus court, il me semble. Ouais, c'est plus court et c'est la même équipe créative. Mais là, pour le coup, c'est très léger. Ouais, et ce sera très différent. Là, on sera plus voilà, on en reparlera, c'est du Garcenis plus sale gosse. C'est Doctor Who avec des blagues de cul, quoi. Voilà, très bien. Et des morts. Donc, c'est disponible chez Black River. Vous savez, c'est une maison d'édition qui fait pas mal de comics de licence qui nous intéressent pas énormément. Par contre, voilà, il y a quelques titres indés qui méritent le coup d'œil. C'était le cas pour Une étude en émeraude. C'est donc aussi le cas pour A Walk Through Hell. C'est disponible en librairie chez Black River. Et on va terminer, très chers amis, avec de la bande dessinée. Mais c'est pas du comics, comme dirait Corentin, mais c'est pas grave parce qu'on va en parler quand même. Ça s'appelle Okahei. Mais c'est pas du comics. Ah bah oui, je sais bien. C'est du western. C'est du western. C'est du western, c'est très américain quand même. Lucky Luke aussi, hein. Parce que là, c'est du comics. Oh là là, mais oui, oui, alors justement, par rapport à Lucky Luke, qui c'est qui dit depuis un an, faudrait qu'on fasse un truc avec Mathieu Bonhomme? Ouais, et qui c'est qui me dit non depuis un an? Non, je dis pas non, je dis juste que j'ai pas le contact. Ok. C'est tout. Mathieu, si tu nous écoutes, si vous avez le contact de Mathieu Bonhomme. Donc voilà, vous savez que à First Print, on suit les productions du label 119. Vous savez que c'est une BD de genre qui nous parle. Et donc, on a reçu Naïef déjà lors de la sortie de l'album en Super Friends, où ils a un petit peu expliqué toute l'aventure de cette grande BD, de ce grand western qui parle d'acculturation, en suivant donc le destin justement de George, un enfant, c'est un Indien Lakota qui a été élevé par des blancs en fait, et qui est récupéré par un petit groupe d'individus qui est dans une quête de vengeance, forcément, parce que ça, c'est la quête de la vengeance dans le western, c'est un peu un classique, et qui va donc être pris sous l'aile en fait de ce petit groupe d'Indiens qui justement en fait essaie simplement de retrouver quelqu'un qui a fait qui leur a fait énormément de tort, sans jeu de mots. Et donc exploration de cette Amérique justement où l'Amérindien en fait a disparu en fait, où essaye en fait de faire avec sa propre identité tout en survivant en fait dans un monde qui l'a colonisé, qui ne reconnaît de moins en moins, que ce soit par rapport à l'établissement des villes vraiment façon des personnes venues d'Occident, ou même par rapport à la disparition en fait de certains pans entiers de l'habitat en fait du paysage qu'ils avaient pu connaître. Et une histoire aussi, c'est un western voilà brutal tout simplement en fait, où les gens, toute personne rencontrée en fait sur un chemin dans ce genre de western en fait peut se révéler être un danger mortel. L'homme est un loup pour l'homme. Vous connaissez le classique. C'est d'un très grand format, c'est un très grand album, c'est incroyablement beau. Moi, je l'avais déjà dit de toute façon à Naïef dans le podcast, vous en rappelez. Je trouve qu'il y a un jeu pourtant lui c'est le plus facile à faire, il disait, mais le jeu sur les lumières, les éclairages, les couleurs, je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magnifique, du ouf. Je trouve qu'il y a que l'histoire elle est dure.
parfois peut-être inutilement, enfin trop parfois, juste trop. Et pourtant j'adore les westerns ultra vénères. C'est ce que j'aime aussi. Donc Tu l'as trouvé très dur. Ah ouais, il y a 2-3 passages où j'ai fait ouais quand même putain parce que c'est chaud. Quand j'ai croisé Naïef justement à une dédicace, je lui en avais parlé. Alors pareil, est-ce que c'est une question d'attente? J'avais adoré Puta Madre, qui est pour le coup scénarisé par Run. Ouais. Et à l'annonce de Hokkae et au début de la lecture, je m'attendais à vraiment un truc de vengeance énervée au plus haut point. Et en fait, ça offre beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des scènes, c'est ce qu'il m'a répondu d'ailleurs quand je lui ai dit, oh, c'est moins vénère que Puta Madre, il m'a dit, bah, quand même, il y a quand même 2-3 scènes, et j'étais en mode, ouais, mais à la lecture, il y a cette histoire de vengeance, il y a un truc que t'as pas précisé c'est le petit Georges, c'est ça qu'il s'appelle? Il est élevé par des blancs, bourgeois, cathos. Donc il y a en plus un espèce de choc de culture où pendant tout le voyage protestant s'il vous plaît monsieur. Protestant pardon excusez-moi. Tout de même. Chrétien Tout de même. Du coup non oui, c'est quoi là c'est quoi non mais c'est ça qu'on lui reproche là qu'il a perdu en fait sa culture et ses racines amérindiennes et Lakota. Et en fait ce qui m'a le plus marqué en finissant l'album et en le relisant c'est ces dialogues là qui sont justement sur l'espèce de confrontation culturelle, les échanges qu'ils ont qui sont presque plus bienveillant que ce que je pouvais m'attendre en fait, où vraiment il va presque petit à petit le prendre par la main le Georges et lui montrer genre oui alors on t'a donné cette matrice culturelle et mythologique, mais voilà d'où vient le peuple dont on est issu, voilà ce qu'on a vécu et qui va amener à une conclusion que je trouve aussi triste que magnifique. Ouais. Et moi, c'est cette envie de tout ce voyage m'a justement donné envie de voyager, quoi. Ce que tu disais sur la beauté des planches qui sont incroyables. Enfin, il y a un aspect paisible des paysages que j'ai trouvé folle, qui contraste avec justement ces moments de colère humaine en fait, où effectivement ils vont croiser des personnes sur leur route et tu sais jamais vraiment dans leurs interactions comment ça va terminer. À tout moment, ça peut partir en sucette. Et t'as une tension des fois qui monte vraiment super vite en fait. À un dialogue, un mauvais regard. T'as une scène qui fait vachement penser à celle dans Inglourious Basterds, tu sais, quand ils sont dans le bar au sous-sol. Il y a vraiment une scène qui est vraiment un peu une forme de décalque à ça. Avec ce personnage féminin qui s'appelle. C'est Moon quelque chose, je me rappelle plus. Qui est pour le coup, je trouve vole la vedette presque. Ouais, elle est trop forte. T'as Little Knife qui est donc leur leader et c'est j'ai plus le nom en tête, c'est Moon quelque chose. Moon quelque chose, mais qui pour le coup est incroyable. Peut-être Little Moon? Non, je sais plus. Ah, non. Ça me semble, je l'ai perdu. Bon, ils vont pas être Little Knife, Little Moon. Mais non, ce personnage féminin que je trouve incroyable, qui est hyper discrète finalement, mais qui pour moi vole style elle a un design aussi, elle a un passé, elle a un design, elle a une histoire aussi qui est complètement. Mais même dans ses actes, même dans le différentiel entre la manière dont elle va se comporter et dont elle va parler, comment elle peut passer de la douceur à la violence la plus totale. Et non, je l'ai trouvé vraiment dramatique ce personnage. Et incroyable western. J'adore les westerns, j'adore les cowboys. Même un western un peu moyen. Je suis un peu client, tu vois. C'était quoi le western avec, comment il s'appelle le western avec Idris Elba là? Qui est pas fou. The Harder They Fall. Qui est pas incroyable. Mais c'est pas les 7 quelque chose en français? Non. The Harder They Fall. Ouais, c'est ça. Le plus dur qui tombe. Plus dur, non, ce serait plus dur et la chute, quoi, mais c'est celui-là, mais attends, il était ouf, celui-là. Il était trop bien, hein. Ouais, il était vénère. Non, il était vénère, mais je trouvais que, bref, c'est pas le sujet. Ouais, c'est pas le sujet. Mais bon, du coup, je suis très friand de western de base. Et là, le seul reproche que j'ai à faire, mais j'en avais parlé à Naïef et c'est. Oui, dis-le dans le podcast. Il semblerait, oui, je l'ai rencontré. Oui, c'est ça. Non, mais on en parlait où en fait, il y a un faux raccord. Et je trouve ça un peu dur en BD. Voilà, à un moment donné, ça tire à droite et le mec, en fait, il a le coup à gauche sur la planche d'après. Mais de ce qu'il m'expliquait, c'est des espèces de règles invisibles de la bande dessinée où on peut pas mettre ça dans ce sens-là, donc il l'a mis dans ce sens-là. Qui s'en est rendu compte, qu'ils en ont parlé et qu'ils ont fait ça gêne la lecture, non, let's go. Et j'ai tiqué parce que je suis un fouille merde et que la première fois que je l'ai lu, j'ai passé 10 pages, les 10 pages suivantes en me disant oh là là, le fort raccord, c'est quand même dommage. Ouais, mais c'est la règle et quand je l'ai relu, en fait, c'est vraiment fluide.
Mais c'est le seul reproche que je peux lui faire en fait. La Parce règle que de je gauche à trouve droite, que- chers amis. Quand vous voulez accélérer la lecture dans un comics, vous déplacez les éléments vers la droite, comme ça l'œil du lecteur va accélérer. Et quand vous voulez la ralentir, le personnage se dirige vers la gauche. Voilà. C'est une règle qui existe depuis les débuts du franco-belge. Ok. Très bien, Corentin. Et c'est vraiment le seul défaut que j'ai à donner parce que Oh, c'est vraiment très peu c'est une lecture qui donne, il y a tellement de niveaux de lecture je trouve dans ce truc là que c'est à lire, à relire, à re-relire. Ensuite vous lisez un autre truc, ensuite vous le relisez et vous écoutez la BO de Red Dead Redemption 2 en même temps. Et là, si vous n'avez pas envie d'explorer les contrées du Wyoming, je sais pas ce qu'il vous faut les gars. Très bien. Et donc, album nommé en plus deux fois dans la sélection officielle du FIBD 2023. Il va avoir un prix, tu penses Moi, je pense Tu mets ta bille sur quoi? que le prix lycéen, il y a moyen. Le fauve lycéen, il y a grave moyen. Je pense que le Grand Prix, c'est pas possible parce que t'as d'autres monstres comme la dernière Reine de Rochette et d'autres albums là qui à mon avis, vont être préférés quand même parce que ça reste trop pop quand même, tu vois. Ouais. C'est déjà vachement bien, déjà qu'un album du 619 Deux nominations. IO FIBD dans la sélection officielle. On se rappelle encore du Scud incroyable de Carbon et Silicium qui était quand même c'était n'importe quoi. Là, le prochain aura le. On verra bien. On verra. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que même si c'est pas aussi violent, c'est pas aussi vénère, aussi on va dire pop qu'un Mutafukas par exemple, ça reste quand même dans un genre qui pourrait être un peu méprisé. Et encore, j'ai envie de dire que Blueberry et tout ça, c'était des monuments de la bande dessinée alors que c'était du western aussi, quoi. Donc, a priori. Je pense pas que le western soit méprisé. Non, pas plus que ça, mais je trouve, mais t'as quand même un aspect dans le dessin, de toute façon, vu que c'est un mélange des tons aussi, quand même, avec le dessin de Naïef qui est ce qu'il est, quoi, qui a sa propre patte, sa propre réanimation. Ouais, c'est ça, qui est toujours dans ce qui a délire-là. vraiment évolué depuis Puta Madre. Parce que Puta Madre, je trouvais qu'il y avait un côté un peu brut. Et même dans la mise en scène. C'est marrant, il en parle dans le podcast d'Arnaud d'ailleurs, où il dit à chaque fois je veux faire un truc différent, une influence différente. Et je pense que là je me suis stabilisé. Okay. Et franchement, c'est vrai que moi je vous dis que je vous laisse parler, bon voilà. Mais effectivement, c'est vraiment moi le côté contemplatif que je retiens en fait. Presque ça pourrait être une BD muette en fait, tu vois. Moi, je trouve ça tellement beau en fait que effectivement t'as envie de te balader à cheval dans ces putains de paysages. T'as envie de rejouer à Red Dead. Ouais. Mais par contre, tous des fans de Red Dead. Sans les dialogues, pour le coup, ça pourrait marcher sans dialogue, mais t'y perdrais, je trouve, tout un niveau de lecture sur sur le discours, notamment parce que justement dans le Super Friends qu'on avait fait, il expliquait en fait que qu'il pensait notamment à sa grand-mère en fait, parce qu'il a une grand-mère en fait qui était vietnamienne et que justement, enfin du coup ça se voit pas du tout quand tu vois Naïef, on le disait dans le podcast que tu le devines pas forcément, mais que justement lui ça l'a marqué en fait une fois qu'elle avait disparu et du coup qui faisait des recherches sur sa propre culture, sur son propre passé en fait, et que c'est quelque chose aussi qu'il voulait explorer. Enfin c'est des thématiques que tu comprends vachement en ayant ce genre de petits éléments aussi sur l'auteur qui se raconte en fait tout simplement comme le font les trois quarts des auteurs de BD se racontent un petit peu dans les histoires qu'ils mettent sur les planches et quand c'est fait avec autant de maestrat, surtout que voilà on l'a dit c'est un grand format avec la qualité de fab donc du 619 grâce aux efforts de Yuck à la prod et tout ça et le rapport qualité-prix qui est oui et puis pour le coup, je crois que dans la liste c'est le imbattable en fait. Oui ça non alors Imbattable c'est Imbattable c'est une bande dessinée de Pascal Jousselin, c'est rien à voir donc c'est pas pareil mais voilà ça coûte 22,90 € pour voilà un gros pavé de 300 pages et quelques 226 pardon pas 300 pages. Mais qui est le plus grand format de la mais qui est un très très beau format avec un petit dos toilé. Toujours comme les Babelais. Donc c'est ça, c'est un peu dans ce format là, voilà donc c'est toujours grand, c'est toujours beau, c'est toujours agréable à prendre en main. Ouais. Et c'est de la frappe. Bref, c'est disponible et si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez. Et puis après, vous pouvez écouter le Super Friends avec Naïef. Et là-dessus, on va se quitter, les copains et les copines. Ah non, déjà. Et oui, le temps passe vite, mais le temps passe quand même. On espère que ce premier Back Issues de 2023 vous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous en voulez plus, on va se mettre au taquet pour vous donner encore plus d'envie et d'idées de lecture, que ce soit des comics VF, mais aussi des comics VO. Vous inquiétez pas, ça continue cette année. Vous pouvez soutenir le podcast en partageant cette émission, en parlant de cette émission aussi à tous vos contacts. Et si vous êtes dans le milieu de l'édition et tout ça, des professionnels, des libraires, tout ça, n'hésitez pas non plus parce que ça peut aider à faire des recommandations libraires. Franchement, si vous voulez faire un sticker de recommandation First Print dans votre boutique, n'hésitez pas, appelez-nous, on est là, on veut bien bosser avec vous. Et en tout cas, vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee.
ouverte H24 pour qu'on puisse On continuer parlait d'Amérindiens. à faire des Tipeee. podcasts. Yes, les Tipeee, les Amérindiens, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. C'est marrant. Oh, de c'est l'humour. marrant. C'est des marrants. Oh non, c'est très Oh marrant. là Très marrant. là. Je suis J'ai juste, de moi à la compte. je suis juste triste de pas avoir pu faire la vanne, mais donc vous pouvez nous soutenir sur Tipeee aussi pour qu'on voit l'avenir de façon plutôt pérenne. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Bigor, merci d'avoir été là. Merci. Ciao ciao, Corentin aussi. Salut. Salut. Bisous, bisous.